Pendant 2 longues années, Susan Boyle a disparu des projecteurs, et peu de gens savaient pourquoi. En 2022, un événement dévastateur l'a contrainte au silence. Mais ce n'était qu'une partie de l'histoire. En coulisses, Susan menait des combats privés que même sa célébrité ne parvenait pas à lui épargner. Au cœur de sa douleur se trouve la chose même qui aurait dû lui apporter du réconfort, la famille. Depuis des années, des tensions autour de l'argent la déchiraient discrètement. L'un de ses frères a même proféré des menaces qui l'ont rendue anxieuse et effrayée. La donation de 1,8 million de livres sterling à des proches n'a fait qu'aggraver les blessures. La trahison a été plus qu'émotionnelle, elle a été personnelle. Aujourd'hui, à 64 ans, Susan Boyle est de retour non seulement dans la musique, mais aussi avec une confession crue et déchirante sur ce qui s'est réellement passé pendant ces années perdues. Et pour la première fois, elle est prête à dire sa vérité. Un début difficile. Le parcours de Susan Boyle a commencé le 1er avril 1961 à l'hôpital du village de Bangor dans le West Lothian en Écosse. Elle est la plus jeune de 9 enfants, née dans une famille modeste de la classe ouvrière. Sa mère Bridget a 47 ans, un âge à haut risque pour l'accouchement surtout à cette époque. Les médecins l'ont mise en garde contre les dangers et l'ont incitée à envisager une interruption de grossesse. Mais Bridget, guidée par une profonde foi catholique, a refusé. Les Boyles vivent dans une petite maison exiguë de la ville de Blackburn. Déjà soumise à des contraintes financières, l'arrivée d'un autre enfant ne fait qu'ajouter à la pression. Dès son plus jeune âge, Susan a senti qu'elle n'était pas à sa place. Elle était différente, et cette différence allait définir les difficultés et les succès de sa vie. Ses premiers pas ont été marqués par la lutte. Et pourtant de cette lutte émergera un jour une voix qui captivera le monde. Sa mère a souffert de prééclampsie pendant l'accouchement. Susan a donc été brièvement privée d'oxygène. Les médecins ont dit à ses parents qu'elle souffrait de légères lésions cérébrales dues à l'accouchement. Cette étiquette l'a suivie pendant des années. À l'école, on la qualifiait d'élève lente. Elle avait du mal à suivre. Les enseignants ne savent pas comment la soutenir. Ses camarades se moquaient d'elle, et Susan avait l'impression de ne pas être à sa place. L'idée qu'elle était abîmée l'a hantée pendant la plus grande partie de sa vie. La maison n'était pas non plus un endroit sûr. Son père Patrick a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre lui a laissé de profondes cicatrices. Il rentre chez lui en colère et instable. Le foyer des Boyle, déjà étroit et pauvre, est envahi par la peur. Susan est souvent la cible des accès de violence de son père. Elle a enduré des souffrances physiques et émotionnelles. Malgré cela, Susan a déclaré plus tard qu'elle aimait son père, croyant qu'il luttait contre des démons qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais les dommages ont façonné la façon dont elle se voyait et la difficulté qu'elle avait à faire confiance aux autres. L'école n'offre aucune échappatoire. Susan est victime de brimades quotidiennes. Son épilepsie provoquait des évanouissements que ses camarades de classe trouvaient drôles. Ils lui ont donné des noms cruels comme Suzy Simple et Touchy. Les enseignants ne l'ont pas aidée. Au lieu de cela, ils la frappaient avec une ceinture parfois presque tous les jours. Susan se sentait petite, oubliée et blessée. Malgré tout, cette enfance difficile l'a aidée à développer une force intérieure que personne n'avait vue venir. Pendant près de 50 ans, Susan a vécu avec un douloureux malentendu. Tout le monde pensait qu'elle avait des lésions cérébrales depuis la naissance. Les enseignants, les amis et la famille la traitaient comme si elle était moins capable. En 2012, à l'âge de 51 ans, Susan a consulté un spécialiste. La vérité l'a choquée. Elle est atteinte du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, et son QI est supérieur à la moyenne. L'ancienne étiquette était erronée. Cette nouvelle compréhension a enfin donné un sens à ses luttes. Elle l'a soulagée et l'a rendue fière. Susan pouvait enfin se voir clairement sans honte. À 25 ans, Susan est tombée amoureuse pour la première fois. Mais son père est intervenu et a tout détruit. Sans le dire à Susan, Patrick a mis fin à leur relation. Un jour, il a répondu au téléphone et a dit à l'homme qu'elle ne voulait pas lui parler. Peu après, l'homme a eu un enfant avec une autre personne. Le cœur de Susan s'est brisé.
Elle n'a jamais oublié cette douleur. Elle a changé à jamais sa vision de l'amour et de la confiance, alors que ses 8 frères et sœurs sont allés de l'avant et ont construit leur vie. Suzanne est restée sur place. Elle est devenue l'aidante de ses parents vieillissants. Après la mort de son père dans les années 1990, elle s'est consacrée à sa mère jusqu'au décès de Bridget à 91 ans. Le monde de Suzanne s'est rétréci. Elle voyait rarement ses amis. Elle a renoncé à ses propres rêves pour s'occuper de sa famille. Tandis que ses frères et sœurs construisaient leur carrière et leur famille, Suzanne se sentait prise au piège. En 1995, elle a fait un pas courageux et a auditionné pour l'émission de télévision My Kind of People. Suzanne avait déjà chanté dans des pubs et des chorales locales, mais c'était sa première chance d'accéder à la célébrité nationale. La nervosité était trop forte. Elle tremblait tellement qu'elle pouvait à peine chanter. Elle n'a pas réussi à passer à la télévision. Le rejet l'a anéantie. Mais elle a continué à chanter chez elle et dans des lieux locaux s'accrochant à son rêve. En 1999, Suzanne a enregistré Cry Me a River pour un CD caritatif. Seul un 0 exemplaire ont été produits. Le journal local a fait l'éloge de sa voix, qualifiant sa performance de déchirante. Mais presque personne ne l'a entendue en dehors de West Lothian. Le monde ne découvrira son don que 10 ans plus tard. La même année, Suzanne a dépensé toutes ses économies pour réaliser une cassette de démonstration professionnelle. Elle enregistre Cry Me a River et Killing Me Softly avec sa chanson. Elle a envoyé les cassettes à des maisons de disques et à des chaînes de télévision dans tout le Royaume-Uni. Personne n'a répondu. Les cassettes ont disparu sans laisser de traces. Suzanne s'est sentie écrasée. Il semble que personne ne veuille l'entendre. En 2000, le monde de Susan Boyle s'est effondré. Sa sœur bien-aimée Kathleen est morte subitement et tout a changé. Kathleen avait toujours été le plus grand soutien de Suzanne. Sa mort a frappé si fort qu'elle a brisé les rêves de Suzanne. Jusqu'alors, Suzanne avait chanté dans des salles locales et à l'église dans sa petite ville de Blackburn. Elle espérait réussir dans la musique. Mais quand Kathleen est partie, Suzanne a arrêté. Elle ne pouvait plus supporter de chanter. Pendant 2 ans, elle ne s'est pas produite, n'a pas pris de cours, ne s'est même pas approchée de tout ce qui lui rappelait la musique. La tristesse est si profonde qu'elle s'enferme. Le silence dans sa vie correspondait au vide dans son cœur. Kathleen avait toujours poussé Suzanne à partager son don, et maintenant cette voix avait disparu. La voix de sa sœur et celle de Suzanne elle-même. Lorsque 2002 est arrivé, Suzanne a lentement retrouvé le chemin du chant. Mais à ce moment-là, son univers a changé. Son attention s'est portée sur sa mère Bridget. Bridget avait plus de 80 ans et était fragile. Elle avait besoin des soins de Suzanne tous les jours. Suzanne est donc restée dans la petite maison communale où elle avait grandi et a construit sa vie autour de sa mère. Elle cuisinait, elle a fait le ménage. Elle a veillé sur Bridget. Et Bridget, en retour, a entretenu les rêves de Suzanne en l'encourageant. Elle rappelle à Suzanne qu'elle a un don et qu'elle doit l'utiliser. Toutes deux partageaient tout. Leur lien était fort, mais le monde de Suzanne restait étroit. La foi de sa mère en elle est la seule chose qui maintient l'espoir, alors même que les ambitions de Suzanne s'estompent. Puis vint un nouveau déchirement. En octobre 2007, Bridget est décédée à l'âge de 91 ans. Pour Suzanne, c'était comme si le monde s'arrêtait à nouveau. Bridget avait été son ancre, son roc, et maintenant ce roc n'était plus là. Suzanne a sombré dans un profond chagrin. Elle a arrêté de chanter. Elle ne sortait presque plus de chez elle. Pendant près de 2 ans, elle a vécu dans le silence et le chagrin. Les amis et les voisins s'inquiètent. Suzanne semble avoir perdu la volonté de faire quoi que ce soit. Le rêve auquel elle s'était tant accrochée semble s'être évanoui avec le décès de sa mère. La maison qui avait été remplie de musique n'était plus remplie que de calme et de perte. Pendant cette période, Suzanne est devenue une recluse. La petite maison de Blackburn est devenue son univers. Les rideaux restent fermés. Les voisins la voyaient rarement. Il se passait des jours sans que Suzanne ne parle à quelqu'un d'autre. La plupart du temps, elle n'avait que son chat Pebbles pour compagnie.
Elle n'allait pas à l'église. Elle n'assistait pas aux événements. Elle a même cessé de se soucier de son apparence. La maison qui avait été un lieu d'amour est devenue un lieu de deuil. Il en a été ainsi jusqu'à la fin de l'année 2008, lorsque quelque chose a commencé à bouger à l'intérieur de Suzanne. Suzanne avait fait une promesse à sa mère avant sa mort, et en 2008, elle a décidé de la tenir. Elle auditionnerait pour l'émission Britain's Got Talent. Elle avait 47 ans. Elle était au chômage. Elle ne s'était jamais produite en dehors de sa communauté. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Elle était déterminée à honorer le souhait de sa mère. Elle a donc rempli le formulaire et s'est rendue à Glasgow pour l'audition. C'était effrayant. Elle a douté d'elle-même, mais elle y est allée. Elle dira plus tard « Je voulais me prouver à moi-même et à tous les autres que j'étais capable de le faire. » Cette promesse, ce simple acte de bravoure, a tout changé. C'est le début de l'une des histoires les plus incroyables du monde du spectacle. Lorsque Susan Boyle est montée sur la scène du Clyde Auditorium de Glasgow, le 11 avril 2009, personne ne l'a prise au sérieux. Elle avait 47 ans, portait une simple robe en dentelle dorée et avait les cheveux en désordre. Les spectateurs ont roulé des yeux. Certains ont ri. Les juges Simon Cowell, Amanda Holden et Piers Morgan se sont regardés avec incrédulité. Lorsque Suzanne a déclaré qu'elle voulait être aussi célèbre qu'Ellen Page, la salle s'est remplie de ricanements. Les caméras ont filmé les gens en train de sourire et de chuchoter. On avait l'impression que tout le monde avait déjà décidé qu'elle échouerait avant même qu'elle n'ouvre la bouche. C'est alors que Suzanne a commencé à chanter « J'ai fait un rêve », extrait des Misérables, et tout a changé. La salle est devenue silencieuse. La mâchoire de Simon Cowell s'est décrochée. Ses yeux s'écarquillent. Amanda Holden est restée bouche bée. Piers Morgan sourit de surprise. En quelques secondes, les juges sont passés du doute à l'éblouissement. Lorsque Suzanne a atteint la partie la plus puissante de la chanson, la foule s'est levée d'un bond. Les applaudissements sont assourdissants. Simon a déclaré plus tard qu'il n'avait jamais été aussi choqué dans l'émission. Cette performance est devenue un succès viral. Des millions de personnes à travers le monde ont regardé la vidéo et ont ressenti le même émerveillement. L'ovation de ce soir-là ne s'est pas arrêtée au théâtre. Dès le lendemain matin, des extraits de l'audition de Suzanne ont fait le tour de l'Internet. En l'espace d'une semaine, plus de 25 millions de personnes l'avaient visionnée sur YouTube. En l'espace de 9 jours, ce nombre a dépassé les 100 millions. Des médias comme CNN, la BBC et le New York Times ont parlé d'elle. La voix de Susan Boyle a touché des gens partout dans le monde. Ce qui n'était au départ qu'une performance à Glasgow est devenu une sensation mondiale, rappelant aux gens que le vrai talent peut venir de n'importe où. Après la fin de la chanson, Amanda Holden a prononcé des paroles qui ont fait écho dans le monde entier. Elle a déclaré « Je pense honnêtement que nous avons tous été très cyniques et je pense que c'est le plus grand rappel à l'ordre qui ait jamais eu lieu. » Les gens ont répété cette citation encore et encore. Elle a fait réfléchir tout le monde sur la facilité avec laquelle on juge les autres. Les mots d'Amanda sont devenus partie intégrante de l'histoire de Suzanne, rappelant que le talent n'a pas d'âge, pas d'apparence, pas de limite. L'audition est devenue le symbole de l'abolition des normes superficielles dans le monde du spectacle. La vie de Suzanne a changé du jour au lendemain. Des célébrités comme Demi Moore et Ashton Kutcher ont tweeté à son sujet. Le 13 avril 2009. Elle était le premier sujet en vogue sur Twitter. Sa vidéo était visionnée 1,5 million de fois par heure. Elle est apparue dans des émissions d'information et a été invitée à l'émission d'Oprah Winfrey. Des journalistes de plus de 50 pays ont voulu l'interviewer. Même son église de Blackburn en Écosse est devenue un lieu touristique. Des gens venus d'aussi loin que le Japon sont venus voir l'endroit où elle avait l'habitude de chanter. En quelques jours, Suzanne est passée du statut d'inconnue à celui de superstar mondiale. Suzanne est revenue pour la demi-finale du 24 mai 2009, cette fois-ci, en chantant Memory, tiré de Cats. La pression est énorme. Elle était la dernière à se produire ce soir-là, ce qui rendait l'attente encore plus difficile. Mais lorsqu'elle commence à chanter, la magie opère à nouveau. Le public a applaudi.
Amanda Holden l'a qualifiée d'absolument envoûtante. Suzanne a obtenu plus de votes que n'importe quel autre artiste ce soir-là. Sa performance a prouvé au monde entier que sa première audition n'était pas le fruit du hasard. Avant la finale du 30 mai 2009, Suzanne était la grande favorite. Les bookmakers proposaient des cotes allant jusqu'à 1,66. Environ 75% de tous les paris portaient sur elle. Son audition avait alors été visionnée près de 200 millions de fois. À Blackburn, des pubs et des centres communautaires ont organisé des soirées de visionnage. La demande était si forte que l'émission a été diffusée en direct en ligne pour la première fois. Tout le monde pensait que Suzanne allait gagner. Mais lorsque les votes finaux ont été comptés, le résultat a stupéfié la nation. Sur plus de 17,3 millions de téléspectateurs, seuls 20,2% ont voté pour Suzanne. Le groupe de danse de rue Diversity l'a emporté avec 24,9%. Le choc a été ressenti dans le monde entier. Même dans des pays comme l'Azerbaïdjan, les gens en parlaient. Suzanne, toujours aimable, a félicité Diversity en direct à la télévision. Elle a dit que les meilleurs ont gagné. Ils sont très divertissants. Les gars, je vous souhaite le meilleur. Mais de nombreux téléspectateurs sont restés incrédules. Juste après l'émission, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Suzanne était bouleversée en coulisses. Selon certains rapports, elle a couru dans les couloirs en criant « Je déteste cette émission, je la déteste ». D'autres affirment qu'elle a jeté de l'eau sur un chef de plateau. Les membres de l'équipage auraient été choqués. Certains proches de Suzanne ont déclaré que les rapports étaient exagérés. Mais l'histoire a montré à quel point elle était sous pression et à quel point la célébrité soudaine peut être difficile à vivre. Le 1er juin 2009, Lucas s'est réveillé avec une nouvelle choquante. Susan Boyle, la chanteuse écossaise de 48 ans qui avait conquis les cœurs lors de l'émission Britain's Got Talent, a été transportée d'urgence à la Priory Clinic de Londres. Ce n'était pas n'importe quelle clinique. C'était l'endroit où les célébrités et même les membres de la famille royale se rendaient lorsqu'ils avaient besoin d'aide. La veille, 19,3 millions de personnes avaient regardé Suzanne perdre la finale du BGT au profit de Diversity. Cette défaite l'a durement touchée. Elle s'est effondrée en larmes, a crié « Je déteste l'émission » au producteur et a jeté un verre sur le personnel de l'hôtel avant de s'évanouir. Les secours sont arrivés et l'ont emmenée au Priory, disant qu'elle souffrait d'épuisement et d'une dépression émotionnelle. À ce moment-là, la notoriété de Suzanne est énorme. Son audition n'avait déjà été vue plus de 220 millions de fois sur YouTube, ce qui en faisait la 5e vidéo la plus regardée de l'histoire de la plateforme. Même le Premier ministre Gordon Brown lui a souhaité un prompt rétablissement. Les journaux ont fait leur une sur cette histoire, la qualifiant d'avertissement sur le prix de la célébrité du jour au lendemain et sur les pressions de la télé-réalité. Les médias ne se sont pas arrêtés là. Ils ont inondé la vie de Suzanne d'histoires et de questions sans fin sur sa santé mentale. Certains reportages sont allés si loin que même des journalistes rivaux ont qualifié la situation d'inhumaine. Des journalistes attendaient devant son domicile et dérangeaient en sa famille. Certains ont même été envoyés dans des missions étranges, comme faire semblant de la demander en mariage, pour voir ce qu'elle ferait. La commission des plaintes contre la presse est intervenue. Ils ont rappelé aux rédacteurs en chef que leur code de conduite interdisait ce type d'atteinte à la vie privée, en particulier lorsqu'il s'agissait de santé mentale. Ce moment est devenu une leçon clé en matière d'éthique des médias. Il a montré à quel point l'intrusion de la presse pouvait être dangereuse et cruelle. En coulisses, Simon Cowell savait que les choses étaient allées trop loin. Pour la première fois, il a proposé de libérer un candidat de son contrat de tournée. Il a dit à la famille de Suzanne qu'il déchirerait le contrat si c'était ce qu'elle voulait. Personne ne la forcera à entrer dans le studio d'enregistrement. Je ferai tout ce que Suzanne veut, a-t-il déclaré. Dans le monde de la télé-réalité, c'était du jamais vu. En général, les stars n'ont pas d'autre choix que de poursuivre leur tournée et leur promotion. Simon a admis plus tard que cette semaine avait été l'une des plus difficiles de sa vie. Il a assumé la responsabilité et a déclaré « Je suis le premier à lever les mains et à admettre que j'ai fait des erreurs.
Son offre a changé la façon dont l'industrie pensait s'occuper de ses stars. Tout le monde s'attendait à ce que Suzanne reste longtemps à la clinique, mais 3 jours plus tard, le 4 juin 2009, elle est partie. Elle a choqué le public en annonçant qu'elle rejoignait finalement la tournée BGT. Sa guérison semblait presque impossible. Plus tard, elle a parlé de la peur qu'elle avait ressentie à la clinique. Il n'y avait pas d'appel téléphonique, pas de télévision. Elle se sent seule et peu sûre d'elle. Pendant 2 jours, elle a douté de tout, mais à la fin, elle a réalisé qu'elle était simplement épuisée et qu'elle avait besoin de repos. Sa décision de revenir a été perçue comme un signe de grande force. Sa famille et ses fans sont restés à ses côtés, prêts à soutenir son retour. Suzanne ne s'est pas contentée de revenir. Elle a étonné tout le monde. Elle a participé à 20 des 24 dates de la tournée BGT. Elle a chanté dans des villes comme Aberdeen, Édimbourg, Dublin, Sheffield, Coventry et Birmingham. Les foules l'ont ovationnée. Les journalistes ont dit qu'elle avait l'air d'une artiste chevronnée. La tournée a été un énorme succès tant pour les fans que pour Suzanne elle-même. L'ascension de Susan Boyle vers la célébrité ressemble à un conte de fées. Lorsqu'elle a sorti son premier album I Dream the Dream, le 23 novembre, 2009 personnes dans le monde de la musique n'étaient prêtes pour la suite. En une semaine, elle a vendu 400 non-fertalos, 820 exemplaires au Royaume-Uni. Elle a ainsi battu le record établi par Leona Lewis's Spirit. En fait, elle a dépassé les ventes de tout le reste du top 5 britannique combiné. Mais le choc ne s'est pas arrêté là. Aux États-Unis, elle s'est vendue à 701 000 exemplaires au cours de la première semaine. L'album s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde entier au cours de la première semaine. Fin 2009, Suzanne s'était vendue à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. C'est plus que ce qu'Eminem, Rihanna ou Lady Gaga ont réussi à faire cette année-là. La demande a été si forte qu'Amazon en a fait l'album le plus précommandé de son histoire. Certains magasins n'ont même pas pu le garder en rayon. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que quelques mois auparavant, Suzanne était une bénévole inconnue d'une église écossaise. Son succès ne s'est pas arrêté à ce seul album. En moins de 2 ans, elle est devenue la première femme de l'histoire du Royaume-Uni à voir 3 albums consécutifs se classer en première position. I Dream the Dream en 2009, The Gift en 2010 et Someone to Watch Over Me. En 2011, se sont tous hissés directement au sommet. Seuls des groupes légendaires comme les Beatles et les Rolling Stones avaient réussi un tel exploit auparavant. Et Suzanne l'a fait à 48 ans, sans avoir eu à subir des années de préparation ou de formation de la part de l'industrie. The Gift est même arrivé en tête des hit-parades au Royaume-Uni et aux États-Unis en même temps. Elle a été la première artiste féminine à réaliser cet exploit. Son ascension a montré que le talent pouvait briser toutes les règles auxquelles l'industrie croyait. L'argent qui a suivi a été tout aussi stupéfiant. La première année, Suzanne a gagné 5 millions de dollars. Aujourd'hui, cela représenterait environ 8,5 millions de dollars. Avant cela, elle vivait dans un logement social à Blackburn, dans le West Lothian, et s'en sortait grâce à des allocations d'invalidité. Fin 2009, son premier album avait rapporté à lui seul plus de 9,5 millions de dollars. Sa valeur nette a rapidement atteint entre 35 et 40 millions de dollars. Le monde entier a été fasciné par la façon dont une femme originaire d'une petite ville écossaise est devenue l'une des artistes les mieux rémunérées au monde en l'espace d'1 an. En 2012, Suzanne a vécu un moment qui lui a semblé être le summum. Le 13 mai, elle a chanté « Mull of Kintyre » au château de Windsor pour le jubilé de diamant de la reine Élisabeth II. Les cornemuses et les tambours des Royal Scots Dragoon Guards l'ont soutenue, alors que des millions de personnes la regardaient à la télévision. 3 ans seulement après son audition au Britain's Got Talent, elle chantait pour la reine. Les applaudissements ont été extraordinaires. Elle a même rencontré la reine après le spectacle. Pour beaucoup, cela prouve que Suzanne est devenue un véritable trésor national. En 2021, Suzanne avait vendu plus de 25 millions de disques dans le monde. Son premier album a rapporté 10 millions de dollars, mais ses albums suivants se sont également bien vendus.
Ces disques sont devenus multiplatines aux États-Unis, SUK en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande. I Dream the Dream a été 4 fois disque de platine aux États-Unis, S et 7 fois disque de platine aux États-Unis. K. Elle a vendu plus de titres que de nombreuses stars de la pop ayant une carrière beaucoup plus longue, et elle a fait tout cela sans être poussée par une grande maison de disques avant sa percée. Mais en coulisses, la fortune soudaine de Suzanne a déchiré sa famille. En juin 2010, ses proches ont tenté d'organiser une réunion pour clarifier la situation concernant l'argent qu'elle leur avait donné. Tout le monde ne s'est pas présenté. Ces absences ont exacerbé de vieilles tensions et divisé la famille en 2 camps. Suzanne se sentait coincée entre les deux. Elle s'est même accusée d'être responsable des retombées, disant à son frère Jerry « C'est moi la méchante. Tout est de ma faute. » Puis en 2013, les choses ont empiré. On a appris que Jerry avait menacé de se suicider si Suzanne ne lui donnait pas 50 000 $ pour sauver son entreprise. Suzanne a remis l'argent, estimant qu'elle n'avait pas le choix. Elle était malade à l'époque, luttant contre une infection virale et une amygdalite. Jerry a par la suite nié avoir proféré des menaces, mais le mal était fait. La confiance de la famille a été encore plus brisée. Suzanne a aggravé la situation en mentant à d'autres membres de sa famille. Elle leur a dit que Jerry l'avait fait chanter parce qu'elle ne pouvait pas supporter de dire la vérité. Lorsque Jerry l'a confrontée, elle a craqué et a admis qu'elle avait inventé cette histoire. Elle voulait simplement mettre fin aux disputes. Mais le mensonge n'a fait qu'aggraver les blessures. Les choses ont atteint un point de rupture en 2015 lorsque Suzanne a fait un don important en espèces à un parent. Lorsque ce dernier ne l'a pas remercié, Suzanne s'est énervée et a tenté de lui tendre la main. Ces messages ont été considérés comme du harcèlement et la police est intervenue. Ils lui ont rendu visite et lui ont demandé de cesser de contacter cette personne. Cet incident a mis en évidence la pression que Suzanne subissait du fait de sa célébrité et de ses problèmes familiaux. Au fil des ans, elle a donné environ 1,8 million de $ à des proches. Rien qu'en 2010, elle a remis 55 000 $ à chacun de ses frères et sœurs, plus 55 000 $ à son neveu Alan, pour une entreprise qui n'a jamais décollé. Elle a financé l'entreprise de photographie d'une autre nièce avec 45 000 $. Elle a payé des colis de maternité et donné des emplois à des membres de sa famille. Sa nièce Kirsty a même reçu 5% des bénéfices de ses 2 premiers albums. Mais au lieu de rapprocher la famille, l'argent l'a éloignée. La vie de Susan Boyle a pris un tournant dramatique en décembre 2013. À l'âge de 52 ans, elle a fait une découverte qui a tout changé. Pendant des décennies, elle a cru qu'elle souffrait d'un trouble de l'apprentissage. À sa naissance, les médecins avaient même déclaré qu'elle avait subi des lésions cérébrales à la suite de complications. Mais après toutes ces années de confusion et de lutte, la vérité est apparue. Elle était atteinte du syndrome d'Asperger. Le diagnostic expliquait pourquoi elle avait toujours trouvé les situations sociales si difficiles. Ayant grandi dans une famille de la classe ouvrière en Écosse, elle a été victime de brimades et ne s'est pas sentie à sa place. Aujourd'hui, elle comprend enfin pourquoi. Elle est soulagée. Mieux encore, elle a appris que son QI était en fait supérieur à la moyenne, contrairement à ce que les gens lui avaient dit. Ces nouvelles connaissances l'ont aidée à se voir clairement pour la première fois. Cela lui a donné la force de s'exprimer pour les autres qui étaient confrontés aux mêmes difficultés cachées. Pour Madame Boyle, le diagnostic a été posé tardivement, mais il a changé sa vie à jamais. 1 an auparavant, en 2012, un autre choc sanitaire l'avait frappée. Suzanne était au sommet de sa gloire lorsque les médecins lui ont annoncé qu'elle souffrait de diabète de type 2. Cela signifiait qu'elle devait changer son mode de vie sous peine de tout perdre, y compris sa carrière de chanteuse. Elle a renoncé aux sucreries et aux gâteaux qu'elle aimait tant. Elle a commencé à manger sainement et à faire de l'exercice. En 2016, elle avait perdu 28 livres. En 2018, la perte totale était de 15 kilos. Avec l'arrivée de Covid-19, le danger s'est encore rapproché. Les médecins
lui ont conseillé de ne pas prendre de risques. Une simple infection pourrait être mortelle. Elle s'est donc isolée pour se protéger. Chaque jour depuis ce diagnostic, elle a dû rester prudente, surveiller son alimentation, gérer sa santé, tout en trouvant la force de partager sa musique avec le monde. En 2014, une chose magnifique s'est produite. Pour la première fois de sa vie à l'âge de 53 ans, Suzanne a trouvé l'amour. Au cours d'une réunion de l'US, elle a rencontré un médecin en Floride. Ce n'était pas un fan. Il l'a juste reconnu et a entamé une discussion. Ils ont déjeuné ensemble le lendemain. Suzanne a dit qu'il était un parfait gentleman. Il a payé le déjeuner et l'a embrassé sur la joue. Ce simple rendez-vous signifiait beaucoup pour elle. Elle avait admis un jour qu'elle n'avait jamais été embrassée. Le nom du médecin est resté confidentiel. Son équipe avait paniqué lorsqu'elle avait disparu, craignant qu'elle n'ait été enlevée. Mais elle était saine et sauve. Pour Suzanne, ce moment a montré qu'il n'est jamais trop tard pour vivre de nouvelles expériences, même après tant d'années de solitude. L'argent n'a jamais changé les habitudes simples de Susan Boyle. Même après avoir gagné 22 millions de dollars grâce à ses disques et ses tournées, elle est restée terre à terre. Elle vit dans la même maison modeste où elle a grandi qu'elle a achetée pour 65 000 dollars. Plus tard, elle a acheté la maison voisine pour 111 000 dollars afin d'avoir plus d'espace. Ses dépenses sont restées modestes. Elle s'est autorisée à dépenser entre 300 et 500 dollars par semaine. Elle faisait ses courses elle-même et évitait le luxe. Elle s'offrait un manteau de fourrure, un piano et un vélo qu'elle n'utilisait pratiquement pas. L'argent, disait-elle, c'est comme l'eau dans un désert, il est épuisé. Elle s'est concentrée sur des choix sûrs comme des projets immobiliers et musicaux et non sur des dépenses folles. Cela lui a permis de rester en sécurité et proche de ses racines. En avril 2022, une tragédie a frappé. Suzanne est victime d'une attaque cérébrale. Il lui a presque volé sa voix et l'a laissée faible luttant pour parler. Pendant plus d'1 an, elle s'est battue pour se rétablir. C'était une bataille, mais elle était déterminée. Elle rêvait de chanter à nouveau. Et le 4 juin 2023, elle est revenue. Sur la scène de Britain's Got Talent, elle a chanté « I Dream the Dream ». La foule s'est levée, beaucoup ont pleuré. Simon Cowell a déclaré qu'il s'agissait de la performance la plus émouvante qu'il ait jamais vue. Suzanne a fait ce qui semblait impossible. Elle a prouvé que la force et l'espoir peuvent vous ramener des endroits les plus sombres. Son rétablissement n'a pas été rapide. Pendant près de 3 ans, Suzanne a travaillé plus dur que jamais. Orthophonie quotidienne, heures d'entraînement exercice pour rééduquer sa voix. Des coachs qui avaient aidé des stars de l'opéra et de Broadway lui ont enseigné. Elle a dû reconstruire la force musculaire de son côté gauche. Elle a écrit sur son parcours, notant chaque victoire. Le jour où elle a tenu une note pendant 10 secondes, le jour où elle a chanté un couplet complet. Début 2025. Après plus de 1000 heures de travail, elle a retrouvé 90% de sa voix. Les médecins ont parlé de miracle. Le jour de son 64 et anniversaire en avril 2025. Suzanne est revenue sur les réseaux sociaux. Après 2 ans de silence, elle a posté un simple message. « Je suis de retour, définitivement de retour. Merci d'avoir attendu. Nouvelle musique, nouveaux rêves, nouveau départ. 1 demi-million de likes, 50 000 commentaires. Elle a donné des nouvelles de ses projets à venir, un documentaire, un single caritatif et des concerts. Elle a montré des aperçus de son rétablissement, de ses premiers exercices vocaux, de joyeuses retrouvailles avec son équipe. Ce n'était pas seulement un retour, c'était une promesse. Susan Boyle n'était pas au bout de ses peines. Elle est prête à inspirer le monde une fois de plus.